Journaliste de la presse alternative du défunt Minute à Boulevard Voltaire, en passant par la revue Éléments, Nicolas Gauthier a été aussi pendant de nombreuses années un des sociétaires de Bistro Liberté en ma compagnie. Bonjour Nicolas. Bonjour Martial. Merci, ravi de vous retrouver sur TVL. C'est un plaisir. Pour présenter un ouvrage que vous publiez aux éditions d'Eterna, Le Pen comme vous ne l'avez jamais lu, préfacé d'ailleurs par l'ami Philippe Randa. Et ma première question, elle est directe. Vous avez connu et côtoyé Jean-Marie Le Pen de très nombreuses années. On vous doit par exemple l'album Le Pen qui a marqué les esprits car il a été publié en septembre 2001, juste avant la campagne de 2002 où Jean-Marie Le Pen se qualifiera pour le deuxième tour. Vous racontez votre première rencontre avec Jean-Marie Le Pen. On est au printemps 1986 et ce que vous dites, c'est que vous bredouilliez devant lui. Vraiment ? Oui, parce que j'étais à l'époque, j'avais 22-23 ans, je travaillais dans la presse, mais surtout comme maquettiste, monteur, j'écrivais un tout petit peu. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Et Jean-Marie Le Pen était venu dans les locaux de Minute, et Patrick Buisson me dit « Tiens Nicolas, tu montes dans le taxi avec Le Pen, tu avais la magnétophone, tu lui poses 3 questions. » Alors évidemment, je ne vais pas lui dire non. Bon, je prends le magnétophone, je me rends compte qu'il n'y a pas de pile, et je ne sais pas quelle question lui poser. Alors, j'essaye de paraître moins nigo que je le suis, c'est-à-dire en lui posant des questions que j'estime être vraiment... Il y a une hauteur de vue dans mes questions. En fait, je fais une interview à Raphaël Mesrahi, parce que je lui pose des questions que Le Pen ne comprend pas, mais moi-même, je ne comprends pas très bien ce que je suis en train de dire. Et c'est là qu'on peut dire... L'immense compassion du personnage, c'est qu'il me regardait en disant « Mon pauvre garçon, on manque de bras dans l'agriculture, change donc de métier, quoi. » Mais et vous n'en changerez pas de métier. Et j'en ai pas changé. Et vous n'en avez pas changé. Et voilà, oui, mais c'était une rencontre assez cocasse. Mais ça, il est vrai que le magnétophone tombe en rideau, c'est le cauchemar des journalistes. Et ça arrive, malheureusement, on a beau vérifier, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors la thèse de l'ouvrage, on est en 2025, elle est simple à travers de nombreux entretiens que vous avez réalisés avec Jean-Marie Le Pen. Vous nous faites découvrir, en fait, un autre Le Pen, tel que vous ne l'avez jamais lu ailleurs. Et cet autre Le Pen, c'est pas celui que notre esprit a forgé ou façonné. Oui, et c'est surtout pas celui que les médias ont façonné. Mais il y a eu des moments dans on va dire, les grands médias, la grande presse, où Jean-Marie Le Pen était lui-même. Je me souviens d'une émission d'Henri Chapier, Le Divan, où il avait interviewé Le Pen avec beaucoup d'empathie. Il n'était pas là pour lui faire le traditionnel procès en sorcellerie. Et du coup, effectivement, on montrait notre Le Pen. Parce qu'effectivement, chaque fois qu'il arrivait dans les grands médias, bon, il sentait un petit peu d'hostilité. Les journalistes de la CNedo, de Minute, qu'il interviewait, il y avait parfois un peu de servilité. Et moi, il se trouve que j'ai eu l'occasion de l'interviewer un petit peu différemment, en essayant vraiment de lui faire dire ce qu'il pensait. Parce que le pire ennemi du journaliste, quand on interviewe un politique, c'est la langue de bois, quoi. Et ils sont là avec ce qu'on appelle maintenant, comme disent les cuistres, les éléments de langage. En fait, on a toujours c'est des polycopiés, les réponses. Mais Le Pen avait une personnalité assez riche, qu'on arrivait à la cerner, surtout à le mettre en confiance et à le faire parler. Là, effectivement, ça pouvait prendre beaucoup de temps. L'entretien de 10 minutes pouvait durer 2 heures. Est-ce que vous partagez le point de vue de Philippe Randa, qui évoque dans la préface de votre ouvrage l'inconnu le plus célèbre de France était aussi le plus offensé des Français. Il n'a cessé de dire et répéter l'exact contraire des accusations portées à son encontre. Est-ce que c'est vraiment exact cela ? Car souvent, il a quand même cherché aussi... Je pense que la diabolisation de Le Pen est en grande partie due aux médias, mais il a aussi sa responsabilité à lui, parce qu'il a les défauts de ses qualités. C'est quelqu'un qui est honnête, qui est franc, et là où il devrait ou atténuer, lisser son discours, ou ne pas dire tout à fait ce qu'il pense, eh ben il n'y arrive pas, parce que ce que me disait Jeannie Le Pen dans l'entretien, c'est qu'il ne sait pas mentir. Et il a un visage très expressif. Quand il est en colère, ça se voit. Quand il est réjoui, ça se voit. Et quand il est en train d'essayer de me faire prendre des vessies pour des lanternes, ça se voit aussi, quoi. Donc du coup, il a toujours voulu la franchise. Alors ça a ses côtés remarquables et sympathiques, mais parfois c'est un petit peu gênant pour la suite des événements, quoi. Alors au fil des entretiens qui n'ont pas pris une ride, et ça il faut vraiment le noter, Jean-Marie Le Pen aborde avec vous de multiples sujets. Alors, exemple, on est en 2002. Et vous lui posez une question qui reste totalement d'actualité. Pensez-vous qu'on puisse être en même temps bon musulman et bon français ? Et quelle est sa réponse à l'époque ?
À l'époque, oui. Il dit que entre l'observation des 5 piliers de la foi musulmane, que sont la profession de foi, les 5 prières quotidiennes, le jeûne du ramadan, la charité du vendredi et le pèlerinage à la Mecque une fois dans sa vie, si les moyens financiers le permettent, il n'y a rien d'incompatible avec la vie en société française. Et ce qui était assez logique, il dit ça, parce que ça, quand les gens disent oui, Le Pen est raciste, ou même Le Pen est islamophobe, non, il ne faut pas oublier que c'est un soldat de l'Empire. Il sert dans le premier régiment étranger de parachutistes. Donc pour lui, les musulmans, mais les soldats d'Afrique noire ou du continent asiatique, pour lui, c'est le quotidien. Il m'avait dit une fois, on ne peut pas être raciste dans ces conditions-là, parce que la seule couleur qui compte, c'est celle du béret. Et le sang qui coule quand il y a un mort ou un blessé. Donc, oui, il a une vision sur le sujet qui n'est pas intellectuelle, qui n'est pas philosophique, mais qui est aussi celle du bon sens. Moi, j'habite à la campagne, il y a nombre de musulmans, parce que les musulmans ne vivent pas que dans les cités. Et oui, il n'y a aucun problème. Il rajoute quand même, il dit « C'est ce que j'avais envie de dire à des dizaines de milliers de jeunes qui brandissaient des drapeaux algériens, on a vécu ça il y a quelques jours, et qui sifflaient notre hymne national, leur dire ce que les Américains résument avec le sens de la concision qui leur est propre, la love it ou live it, ou en d'autres termes, aimez-la ou foutez le camp ». Oui, c'est un peu abrupt, mais c'est plutôt frappé au coin du bon sens. En plus, je vois pas comment des gens peuvent dire en même temps, oui, la France est un enfer raciste, et se battre pour rester vivre en enfer. Si c'est un tel enfer, on le quitte. À moins d'être masochiste ou totalement nigaud, quoi. Donc, on est en 2002, il y a une actualité incroyable, on est en 2025, et ces propos-là pourraient... Quand vous relisez Molière, le bois gentilhomme, les femmes savantes, une actualité brûlante aussi. Et à partir du moment où je pense qu'on a une hauteur de vue dans le propos, oui, ça ne vieillit pas. Non, parce qu'il y a eu toute une façon de procéder, de communication. On disait Le Pen avait raison, Le Pen a raison. On a toujours martelé cela pendant très longtemps. Et finalement, on s'aperçoit que, pour le moins, il n'avait pas tort. Oui, après, est-ce que c'était une bonne communication? Parce que c'est toujours le côté un peu rameneur. Bon, je sais bien que Jean-Marie Le Pen n'est pas né le jour de la Saint-Modeste, mais c'est aussi cette extraordinaire confiance en lui et qui lui a permis de résister au torrent de boue, au bol de bave de crapaud qui vient grouiller tous les matins. Et là aussi, il avait les défauts de ses qualités, quoi. Mais oui, il y a un côté, oui, j'avais raison. Le problème, c'est pas parce qu'on a raison qu'on gagne les élections, quoi. Parmi les réponses surprenantes, il y a la réponse à cette question « Êtes-vous un homme de droite ?» Ça, c'est la question que vous lui posez. Et là, il vous répond « Je suis de droite parce que je ne suis pas de gauche. De là à savoir si je suis ou non un homme de droite, c'est une autre histoire. » Et je rappelle aussi qu'il se présentait comme candidat, sur l'échiquier, un centriste. Ça, c'est de la provocation, c'est de la boutade. Alors, il y a de la provocation, mais il y a un fond de vrai. Moi, je pense que c'est un réactionnaire. Mais c'est pas parce qu'on est réactionnaire qu'on est forcément de droite. C'est un libertaire. Une fois il a dit, moi je suis un national libertaire, c'était assez juste, parce que il aime profondément, personne ne peut lui retirer ça, c'est un amour charnel de la France, et il a aussi son côté anard, c'est quelqu'un qui déteste les dîners bourgeois en ville, même s'il peut être un petit peu fasciné par ce monde-là de temps à autre, mais il sait très bien qu'il n'a pas sa place dans ce monde-là, et honnêtement, si on m'autorisait un gros mot sur le plateau, ça l'emmerde, quoi. Je me rappelle d'un soir où je travaillais avec Samuel à l'étage, Samuel Maréchal à Montretout, et puis je vais pour monter dîner chez Samuel Maréchal et Yann Maréchal, et Le Pen descend, il me dit « Ah, tu vas où ?»« Bah, on se fait une soirée nouille avec Samuel et Yann. » Il dit « Ah, t'as de la chance. Moi, je vais aller m'emmerder dans un petit bourgeois. Tu veux pas échanger les places ?»« Ah, j'ai un nom pour rien au monde. » Voilà, ça c'est effectivement le Le Pen côté court. Hein. 2006, vous dites, il déclare « Je suis économiquement de droite, socialement de gauche ». Et on sait aussi que sur les questions économiques, Jean-Marie Le Pen a beaucoup évolué. C'est avant tout un pragmatique, on pourrait dire, qui pouvait évaluer et considérer que, de toute façon, l'économie ne primait pas et que c'était le politique qui primait sur l'économie qui allait suivre. Donc. Il m'avait dit une fois, c'est dans les entretiens, et il me disait « Ce qui fait la différence entre nous, les Américains, c'est eux, ils travaillent pour vivre, nous, on vit pour travailler ». Alors, sa vision économique, elle est
Elle était libérale, mais pas au sens malinien ou Hayek du terme. C'était simplement le libéralisme du patron de PME. Il ne faut pas oublier que la SERP, c'est une société, une petite entreprise avec 5-6 salariés qu'il a maintenu à bout de bras pendant plus de 25 ans. Oui, donc il n'avait pas fait d'études d'économie, mais c'était pas Bruno Le Maire, mais les comptes de la SERP étaient mieux tenus que ceux de Bercy, quoi. Est-ce qu'il n'y a quand même pas, au moment où vous l'interrogez, à travers les décennies finalement, puisque vous l'avez interrogé de 1986 à 2006 dans l'ouvrage, et après bien évidemment, et est-ce qu'on a toujours affaire au même Le Pen? Parce que ça aussi, on a l'impression que c'est monolithique, c'est un monolithe à Menhir, mais c'est un Le Pen qui évolue aussi. Au physique, oui, on pouvait dire le Menhir, mais déjà il y a une chose, il en va chez Jean-Marie Le Pen, mais comme chez beaucoup de gens aussi, peut-être vous, moi également, c'est qu'on est toujours pétri de ses propres contradictions. On n'est jamais taillé d'un bloc. Et avec l'âge, on peut évoluer, et surtout ce qui fait évoluer, c'est la situation qui évolue. Avec la chute du mur de Berlin, puis celle de l'URSS, il ne va pas continuer à être anticommuniste comme avant. Parce que c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, en politique, l'extrême gauche qui court toujours après un nazisme qui est mort en 1945, mais il y a aussi des gens à la droite de la droite qui sont toujours à pourchasser le communisme. Une fois, c'est chez les Serbes en ex-Yougoslavie, une fois chez Poutine, une fois en Chine. Oui, ben c'est un côté hibernatus dans tout ça, quoi. Quand on a un homme politique responsable, on voit les choses changent. L'Amérique de Trump n'est pas celle de Biden, même si, au-delà des changements de pouvoir, les intérêts fondamentaux de ce qu'on appelle l'état profond de la nation, eux, ne bougent pas. C'est vrai de Poutine, de Tsar, avec la parenthèse bolchevique, il y a des fondamentaux qui jamais ne dévient. Mais oui, donc, la mondialisation a bousculé beaucoup de choses. Internet, maintenant l'intelligence artificielle, on est obligé, quand on est politique, de sans cesse remettre le logiciel à jour. Donc c'est pas une girouette. C'est pas une girouette, mais moi je relève. Il faut s'adapter. Mais Nicolas, moi, Gauthier, je note aussi quand même des contradictions plus qu'apparentes. Par exemple, sur l'Europe, Jean-Marie Le Pen, il critique l'Europe, il a voté contre le traité de Rome en 1957. C'est quand même quelque chose d'important. Et pourtant, lui, il se dit, dans l'ouvrage, dans vos interviews, il se dit européen. C'est pas une contradiction, ça? Oui, mais c'est un Européen civilisationnel. Il sent européen parce qu'il aime la musique de Verdi, parce qu'il aime le théâtre de Shakespeare, même si mettre l'Angleterre en Europe, il ne faut pas exagérer non plus. Mais oui, c'est une Europe culturelle, mais qui est d'ailleurs la vraie Europe, parce que celle qu'on nous a vendue, ça a été fondé sur la communauté de l'acier et du charbon. La vraie Europe, c'est les Habsbourg, c'est les Capétiens, c'est Molière, c'est Tolstoï, c'est Verdi, c'est Bach. Dans ce sens-là, il est européen. Mais même le plus souverainiste du monde politique est européen de cette façon-là aussi, quoi. Ah, il y a une autre contradiction qui va marquer sa vie, c'est l'accusation de racisme, perpétuel procès en sorcellerie médiatique. Et pourtant, et vous le relevez aussi à travers ces entretiens, bien des faits viennent contrarier cette étiquette accrochée au dos du leader patriote. Oui, mais parce que de toute façon, le système médiatique est ainsi fait, et l'honnêteté de mes confrères étant ce qu'elle est, à partir du moment où vous dites qu'il y a un problème d'immigration en France, ah ben, vous êtes raciste. Bon, si ces problèmes d'immigration concernent des Européens blancs de peau, on est aussi raciste. Mais dans ce cas-là, aujourd'hui, n'importe qui est raciste. On parle même du racisme anti-gros, on parle du racisme anti-musulman, mais musulman, c'est pas une race, hein. On peut être breton et musulman, arabe et chrétien. Donc oui, tout ça n'est pas très sérieux. Et dans sa vie quotidienne, oui, il a démontré 1000 fois qu'il ne l'était pas, quoi. Mais il a démontré par exemple sur l'Irak, ça va être une surprise, y compris d'ailleurs pour ses militants. Oui, parce que ce sont quand même les antiracistes qui promeuvent une ratonnade internationale. Et or, au sein du Front National, il y avait certains cadres qui étaient favorables, parfois un peu ceux qui étaient d'ascendance pied noir. J'imagine qu'ils ont eu une espèce de phénomène de transfert. On a perdu contre le FLN, on va jouer le match retour contre le Baas irakien, comme on l'avait fait contre l'OLP palestinienne. Oui, psychologiquement, ça peut se comprendre, mais politiquement, c'est pas très sérieux, quoi. J'ai trouvé, page 102, une question qui résonne là encore particulièrement en ce mois de mars 2025. On vous accuse de surfer sur les peurs des Français alors que vous dénoncez finalement que des périls. La société de la peur,
le terme que vous utilisez, n'est-elle pas incarnée par vos adversaires? Ben oui, elle a perdu le pénisme. Le monde politique et médiatique, et encore aujourd'hui, quand c'est plus le fils, quand c'est plus le père, c'est la fille. Et bientôt, ça sera Jordan. Et en attendant le prochain, oui, on surfe sur la peur des gens qui attisent les peurs, mais c'est le côté totalement ubuesque de la chose. Quand les mêmes gens disent, oui, le Front National, c'est le parti de la haine, donc on va les crier sa haine de la haine. Mais la haine de la haine, c'est pas de l'amour. Je pense que c'est des gens qui pourraient peut-être repartir à l'école, en fait. Et cette société de la peur, c'est... Prendre des cours de logique, La société de la peur, on a l'impression que c'est aussi on une est en réponse plein à dedans. Emmanuel Macron. On est en plein dedans, c'est les radars. radars sur la route, c'est 5 frais légumes par jour. C'est la guerre qui s'annonce. La guerre qui s'annonce, faut pas voter pour les candidats toxiques, faut pas écouter les blagues qui peuvent faire du mal. C'est la bienveillance inclusive. C'est comme ça qu'on se prépare des nations de samouraïs. Et c'était une question que vous avez posée il y a 20 ans de cela. Vous avez fait répondre Jean-Marie Le Pen à un questionnaire de Proust. Et là, vous ne manquez pas de rappeler, ce qui est vrai, que jamais Jean-Marie Le Pen n'y avait été soumis. Il était très content. Il dit, pourquoi personne ne pense à me le demander? J'ai plein de trucs. Allons-y. Et vous avez réparé l'oubli. Et c'est évidemment un questionnaire que je vous invite à relire, bien sûr, ou à découvrir, très franc et direct. Et à la question « Comment j'aimerais mourir ?», la réponse est la suivante « Dans mon lit, au milieu des miens ». Et je me suis dit, il a été exaucé. Tout à fait. Incroyable encore. En passant, parce que là c'est ainsi que Le Pen est grand, c'est qu'une faculté de s'énerver, de piquer des colères terribles, à nul autre pareil, mais aussi une capacité de pardon qui est extraordinaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que au sein même de la famille, il y a eu des fractures terribles. Et Le Pen a toujours pardonné. Et effectivement, il est mort dans son lit entouré des siens. Son seul regret, c'est qu'il aurait voulu être un grand artiste, s'il n'avait pas fait de politique. C'est peut-être le grand regret, quoi. Vous avez côtoyé Jean-Marie Le Pen. Quel est le vrai Jean-Marie Le Pen? Est-ce que c'est un homme aimable, affable, colérique, incapable d'entendre la contradiction? Est-ce que c'est tout cela en même temps? C'est tout ça en même temps. Parce qu'il est colérique. Mais c'était l'homme le plus affable, le plus courtois, le plus gentil. Il pouvait être injuste. Peut-être son défaut, c'était une mauvaise foi sans nom, c'est que même quand il avait tort, il avait moins raison que d'habitude, mais il pouvait pas avoir tort. Il pouvait parfois, comme c'était un grand gaffeur, se montrer blessant avec les gens. Il avait du mal à présenter ses excuses, mais il faisait comprendre par une gestuelle qu'il demandait pardon, que tout ça était oublié, quoi. Et surtout quelqu'un de très drôle. Très drôle, comment ça, très drôle? Parce que les adversaires de Jean-Marie Le Pen vous dire très drôle, vous vous rendez compte le diable n'est pas drôle. À l'époque, entre passer un dîner en compagnie de Jean-Marie Le Pen et de, je sais pas, Raphaël Glucksmann, si on veut passer une bonne soirée, il n'y a pas photo, quoi. Je pense que c'était ça. Nicolas Gauthier, si vous avez une image à conserver du leader patriote, quelle serait-elle pour vous? L'image que vous voulez conserver, ou que vous avez conservée? Votre esprit, vous étiez à ces obsèques au Val-de-Grâce et à ce moment-là, comme tout le monde, vous avez dû vous dire quel était le moment, l'image que je conserve de lui. C'est l'homme qui n'a jamais plié. Quand il disait « je me mets à genoux qu'au dans Vierge Marie », fallait le croire. Et il n'y a pas un moment dans cette décennie que vous avez, où il y a eu un moment plus particulier, soit d'amitié, ou si ce n'est pas de l'amitié, de correspondance intellectuelle? Chaque fois qu'on faisait des entretiens, oui, on s'amusait beaucoup. On pensait souvent les mêmes choses, pas forcément toujours avec les mêmes mots. Mais de toute façon, s'il n'y avait pas eu cette complicité, il ne m'aurait jamais accordé autant d'entretiens, et moi, je n'en aurais pas fait autant, quoi. Un homme intelligent. Lui-même, et lui n'était pas masochiste, et moi non plus, quoi. Un homme intelligent, brillant, ça tout le monde le sait. Quelqu'un qui peut aussi être assez, assez enclin à répondre aux questions de ceux qu'il a en face de lui. Tout au moins à leur faire plaisir. Est-ce qu'il n'y a pas, connaissant les tropismes de Nicolas Gauthier, la volonté de lui être agréable en lui répondant des questions tout à fait un petit peu plus sympathiques? Oui, parce que comme c'était un professionnel de la politique et connaissait bien le monde journalistique, il savait que pour que le résultat soit bon, que ce soit un bon entretien, il faut jouer le jeu.
S'il voit qu'un journaliste est un zéro pointé en économie, il ne va pas l'entraîner là-dedans parce qu'il sait que ça fera le papier sera moins bon, quoi. Je dis ça parce qu'il y a un entretien qu'il a accordé à Flash. À cette époque-là, c'est un hebdomadaire. Hein, un quinzomadaire. Un quinzomadaire. Bon, qui est dans la mouvance nationale, mais qui est plutôt tirant à gauche, on va dire, de manière assez simple. C'est la Furia de l'époque, mais version un petit peu gaucharde et gauchisante. Et on se dit, quand il fait cette interview dans Flash, ça ne plaît pas parmi les militants, et l'encadrement est stupéfait même. Oui, mais... Vous le savez. Oui, tout à fait. Vous en souvenez? Oui, tout à fait, je m'en souviens très bien. Bon, oui, on a fait un coup. On voulait faire un grand entretien sur l'islam, la communauté musulmane en France. Jean-Marie Le Pen est un des plus qualifiés parce que, de par son passé, son expérience, pour lui c'est un grand voyageur. Le monde musulman lui est pas du tout étranger. Il sait très bien comment ça se passe, tout ça. Et je savais que ça ferait de la mauvaise publicité, mais comme disait le manager des Stones, parlez-en bien, parlez-en mal. Ce qui compte, c'est d'en parler, parce que les ventes suivent. Dernière chose, vous publiez aussi, c'est un choix, vous avez fait un entretien avec avec la veuve de Jean-Marie Le Pen, Jeannie. Alors, une femme qu'on découvre attachante, on savait quand même assez effacée, et là, on découvre à nouveau aussi une femme de conviction, une femme déterminée. Oui, tout à fait. On a toujours placé Madame Le Pen comme toujours à côté de Jean-Marie Le Pen. On voit bien qu'elle partage les idées. Oui, elle partage les idées. Ça ne laisse pas compter. Oui, oh là là, c'est un caractère. Hein. Mais en fait, l'idée d'interviewer Jeannie Le Pen, c'est qu'on a fait l'album Le Pen. On dit on va clore l'album par un grand entretien avec le principal intéressé. Mais je pensais que ça serait bateau, quoi. On avait déjà fait d'autres entretiens. Et en fait, qui connaît mieux un homme que son épouse? Et je dis tiens, on va demander à Jeannie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen était prévenu après, il dit voilà, on a fait un entretien avec Jeannie, et il l'a lu attentivement, et il était très touché. Il dit elle me connaît bien. J'ai dit oui, c'est pour ça qu'on l'a interviewé, cher ami. Et il dit si vous voulez changer quelque chose, il dit ah non, surtout pas, pour deux raisons, c'est que il n'y a rien à toucher, et si jamais elle voit que j'ai tout fait son texte, je vais me faire engueuler à la maison, comme quoi le fort engueule pouvait aussi se montrer accommodant, voilà. Oh, un Le Pen accommodant, c'est dire qu'il faut lire Le Pen comme vous ne l'avez jamais lu. Alors, ces entretiens avec Nicolas Gauthier, et moi je retiens surtout aussi beaucoup l'actualité, c'est-à-dire la capacité de lire des textes qui ont 40 ans, presque 40 ans, et de se dire que ce sont des réponses apportées à nos propos aujourd'hui. Force est de constater qu'il n'avait pas toujours tort, s'il n'avait pas toujours raison. Allez, je vous propose aussi, Nicolas, de faire la publicité pour un autre ouvrage qui est publié aux éditions Synthèse Nationale, auquel vous avez participé, beaucoup de témoignages sur ce Jean-Marie Le Pen, Le menhir est éternel. C'est aux éditions Synthèse Nationale, c'est donc sur le site de Synthèse Nationale, et je salue le travail de l'ami Roland Elie. Voilà, merci beaucoup Nicolas Gauthier. Merci de nous avoir fait revivre Jean-Marie Le Pen.